Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais reparler de la guerre qui a lieu en Ukraine. Je vais d'abord parler de l'historique relationnel qu'il y a entre la Russie et l'Occident. Je vais pas remonter trop loin, je vais remonter simplement au siècle dernier, mais pour qu'on sache où on se situe un peu. Parce que les médias actuellement, ils sont dans l'instant présent, le sensationnalisme, et ça ne mène à aucune forme de compréhension ni d'issue au conflit. Ça brouille juste les cartes pour rallier les allégeances sous une seule et même bannière, ce qui est pas très constructif parce que la vérité permet l'optimisation de l'avenir. Le déni, par contre, c'est le contraire, d'accord? Donc il faut bien faire attention à ça. J'y viendrai surtout à la fin de la vidéo par rapport à ce qui risque d'arriver dans le futur si ça continue comme c'est maintenant, parce que ça ne fait que s'empirer à chaque jour qui passe. Donc voilà. Donc je repars à l'historique des relations qu'il y a entre la Russie et l'Occident. On va commencer par la révolution de 1917, la révolution rouge qui a eu lieu en Russie. Donc c'est la pauvreté qui s'est révoltée contre la richesse. Et donc il y a eu Lénine, Trotsky et puis par la suite Staline qui est arrivé. Et donc c'était une forme de révolution française mais chez les Russes, quoi. Mais en plus en lutte de classe, parce que la Révolution française c'était plutôt la petite bourgeoisie contre la noblesse, et là c'était vraiment les prolos contre les exploitants, comme faire Marx, quoi. Il faut lire Marx pour comprendre que les propriétaires de moyens de production s'accaparent les ressources et s'accaparent la force de travail des gens qui essayent d'avoir une partie des ressources qui se sont accaparées. Enfin voilà, faut comprendre le système. Donc c'est ce qui s'est passé en 17. Donc déjà, en Occident, on sépare pas bien les choses parce qu'on va mettre dans le même sac Lénine, Trotsky et Staline. Alors qu'il faut déjà bien faire une très grande séparation entre Lénine, Trotsky et Staline, parce que c'est pas du tout la même vision. D'ailleurs, il y a tellement eu des phases entre eux que Staline a fait assassiner Trotsky alors qu'il était au Mexique et que Lénine a dû partir en exil. Donc voilà. Donc il y a eu l'URSS qui était dite communiste entre guillemets, qui luttait contre le capitalisme de l'Ouest. Donc voilà, ça ce sont des mots, des idéologies cachées. Moi, comme je l'avais dit dans ma rose des vents, pour moi, pour avoir un système qui fonctionne, il faut chaque fois le juste milieu entre deux antagonistes. Donc être soit communiste ou soit capitaliste, idéologiquement parlant, ça n'a aucun sens dans un système fonctionnel. Si par exemple tu as une seule personne qui est propriétaire du monde entier et qui partagerait du tout, le monde va s'effondrer. Si par exemple tu partages tout sans jamais produire quelque chose par accumulation, tu produis du rien, tu vois, et tu partages du rien, ok. Donc si tu vas vraiment dans les extrêmes des idéologies, c'est stupide, ok. Donc les gens qui défendent des idéologies psychorigides le sont très certainement aussi. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Mais bon, on commence par là. Il y a déjà eu une historique, je sais bien que parfois dans les médias on revient à Napoléon et tout, mais ça a de remonter aussi loin par rapport à ce qui se passe maintenant pour moi, parce que en fait le nœud du problème là actuellement où on en est, c'est plus la Seconde Guerre mondiale où l'armée rouge a débarqué pour se battre avec les nazis, vu que les nazis étaient allés jusque chez eux, et les Américains ont débarqué ensuite, et il y a eu le mur de Berlin, ok. Donc faut bien comprendre que à ce moment-là, il y avait trois grands axes. L'axe occidental, les Britanniques qui étaient avec les Américains, les Alliés mais qui étaient complètement dépassés, genre nous par exemple la Belgique, les Allemands ils ont mis 3 jours pour coloniser la Belgique, c'est exactement le temps qu'il faut pour marcher de l'est de la Belgique à l'ouest. Donc vraiment il y a pas eu de résistance, c'est vraiment pour le dire ainsi. Donc tous les pays qui se sont fait avoir par l'Allemagne très facilement. Et voilà. Alors par la suite, il y a eu les tensions qui ont continué après le mur de Berlin. Donc il y a eu notamment Cuba, où il y a eu une révolution similaire à celle de 17, et où donc le communisme s'est installé à Cuba. Donc le communisme, ça donne quoi au niveau international
quand tu te fâches avec d'autres pays capitalistes, bah, tes supermarchés sont vides, mais par contre, tu vas avoir une école et une médecine qui sont d'une qualité que tu verras nulle part ailleurs, tu vois. Alors, si tu as un pays socialiste, et ça c'est ce qu'on a essayé de construire en Europe au travers des résistants, par exemple, qui ont vraiment compris tous les défauts qu'il y avait dans notamment le système fasciste qui était littéralement un cancer à échelle macroscopique. Donc il fallait pas du tout reproduire ça dans un organisme sain. Donc il suffisait qu'ils se mettent limite à l'envers pour avoir la bonne réponse, quoi. Et donc ils ont construit le socialisme. Et donc nous on a eu la chance d'avoir autant des supermarchés remplis qu'une bonne médecine et une bonne école, tu vois. Et c'est pour ça que le monde entier nous a enviés. Ça c'est grâce aux résistants, pas aux gens de maintenant. Et c'est d'ailleurs ça le gros problème qui va nous arriver dans le futur. Donc là je vais bientôt y arriver. En fait il y a une phrase qui dit les hommes forts créent les temps de paix créent les hommes faibles créent les temps de guerre, et les temps de guerre créent les hommes forts. Ici, nous sommes dans le creux cyclique des hommes faibles. Ok, c'est pour ça que les guerres sont en train de revenir, parce qu'en fait, nous, on a eu les descendants des résistants qui ont hérité du système des résistants, mais qui l'ont foutu en l'air par leur avarice et leur fainéantise. Et ça, c'est les gens qui nous dirigent actuellement, d'accord? C'est pas les résistants qui nous dirigent, c'est leurs enfants gâtés. Il faut bien comprendre la différence. Alors qu'à l'Est, eux, ils ont jamais fini vraiment d'avoir des guerres. Nous, on a eu des temps de paix, donc on sait plus ce que c'est la vraie résistance. Et eux, ils le savent. Donc ça fait déjà un avantage pour eux, tu vois. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que il y a beaucoup de gaslighting au niveau médiatique ici. Est-ce que les gens un peu gâtés comme ça ne comprennent pas parce qu'ils ont été habitués à créer leur domination comme ça? Mais c'est une domination facile quand tu as pas de prédateurs et que tu vis dans un genre de îlot paradisiaque en paix. Mais quand tu dois te confronter à la réalité de ton incompétence, là, ça devient compliqué. En fait, quand tu fais du gaslighting comme ça, tu vas gaslighter ta propre population. Ce qui fait qu'elle va défendre une cause qu'elle croit être la bonne, et finalement il va y avoir des dissociations mentales, des biais cognitifs et tout, et en fait tu vas créer une instabilité psychologique collective dans ta propre population, ce qui va considérablement l'affaiblir. Si tu as un ennemi, il ne souhaite que ça. À la limite, ton ennemi, il a même pas besoin de t'attaquer, il n'a qu'à attendre que ton propre gaslighting fasse son auto-effet, si tu veux. Donc en fait, moi, j'ai jamais vu une propagande pareille. Je pense qu'on a plus parlé de Poutine qu'on a parlé du Covid, alors que c'est qu'une seule personne, le gars. Faut quand même s'imaginer si quelqu'un d'entre nous, n'importe où dans le monde, saurait accepter un tel niveau de harcèlement. Tu vois, je sais pas si les gens se rendent compte, tu vois. Mais le gars, il garde son sang-froid. Donc déjà, là, ça montre un peu en face de qui on est, tu vois. Personne garderait son sang-froid ici, tu vois. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer, tu vois? Ben, moi, je trouve qu'on a de la chance de parler à un gars comme ça, tu vois. Et c'est ça où je veux en venir par rapport à l'avenir, c'est que je pense que là, il est vraiment venu temps de négocier et d'arrêter d'être dans le déni. Il faut voir les points de vue des partis et accepter sa propre faute et la faute d'en face pour justement que les négociations puissent commencer convenablement. Par exemple, dans nos médias ici, ils disent que la Russie a attaqué l'Ukraine, que la Russie est une dictature, qu'ils sont pourris, qu'ils veulent coloniser, qu'ils sont impérialistes. Mais moi, ce que je remarque dans le discours occidental, c'est qu'il est très schizophrénique, tu vois. Je vais souligner les cohérences comme certaines qu'il y en avait pendant le Covid, tu vois. Et ça, c'est synonyme de mauvais développement interne, tu vois. Donc ça veut dire que tu dois pas faire confiance. Si par exemple, tu es un banquier et que tu dois accorder un crédit, c'est justement un genre de personne qu'il faut pas l'accorder du tout, tu vois. Donc le mental, c'est aussi un truc auquel on accorde crédit ou pas par rapport aux gens, tu vois. Et quand ils ont un mental déviant comme ça, faut surtout pas leur accorder de crédit, tu vois. Et je vais expliquer où est le mental déviant. Quand on te dit que les Russes prenaient les puces des machines à lessiver, qu'ils avaient des armes qui dataient limite du Moyen-Âge, qu'ils avaient des baïonnettes et tout, dans un temps, on te dit ça, tu vois. On te dit, oui, ils ont dit qu'ils allaient conquérir l'Ukraine en 3 jours, on te sort tout ça et tout, puis de notre côté, on te dit,
Ce sont des grands méchants hyper puissants, limite ce sont des géants. On va avoir des chars sur les Champs-Élysées. Ils vont nous démonter, blabla, je sais pas quoi. Donc tu vois bien il y a un discours schizophrénique. Tu peux être que l'un ou l'autre. Tu peux pas être comme le chat de Schrödinger, les deux en même temps, tu vois. Donc tu vois bien que là, il y a un problème déjà. Ils ont recommencé récemment en disant, par rapport à la Pologne, oui, les Russes n'ont plus d'essence, ils ont pas d'essence, c'est fini. Ils savent plus se déplacer, ils sont cloués au sol. Et puis d'un autre côté, on te dit qu'ils vont attaquer la Pologne bientôt, tu vois. Et d'autres pays baltes parce qu'il y a d'autres russophones et tout. Donc en fait, ce que l'Occident fait, c'est qu'il crée une genre de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire la grande crainte de l'Occident, il faut aller cash, c'est le retour de l'URSS et de la reconquête des communistes de l'Est jusqu'ici en Europe, quoi. Voire plus peut-être. Donc ils craignent ça. Sauf qu'ils vont peut-être pousser à ce que ça arrive. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer dans cette vidéo. C'est que toute nation qui se fait attaquer au niveau de son existence, et même s'il y a un déni par rapport à ça, parce que généralement les prédateurs sont dans le déni, même s'il y a un déni, la nation qui a été attaquée pour son existence l'a vue comme telle et ne compte pas détourner son regard de ce fait, tu vois, même si on essaye de la gaslighter, ça ne marchera pas. Donc les Russes, ils ont vu ça, ok? Et donc, ce qu'on essaye de nous dire médiatiquement, c'est que c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Or, la vérité, c'est pas ça du tout, c'est que depuis que Poutine est au pouvoir depuis plus de 20 ans, d'ailleurs, on a eu de la chance que ça se passe sous Poutine, ce qui se passe, parce que si ça s'était passé sous Medvedev, ça aurait déjà été une autre histoire. Déjà, ce qu'on voyait que tweetait Medvedev, pardon, mais il avait pas l'air de vouloir la même réaction que Poutine par rapport au fait que l'Occident essaie de prendre la Russie par l'arrière. Pourquoi l'Occident essaie de prendre la Russie par l'arrière? Parce qu'il y a déjà eu des phases en Afghanistan, notamment en Syrie, etc., et qu'il y a un genre de conflit international. C'est vraiment une bête comparaison, mais c'est un peu comme dans Age of Empire, tu vois, les ennemis, non, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, ça se joue un peu comme ça, un peu en gang, et c'est un peu ce qui s'était passé, donc en Syrie notamment, et l'Occident a pas du tout digéré sa première défaite en Syrie, parce que ça a été le cas au début. Maintenant, ça s'est renversé parce que il y avait eu un double discours à ce moment-là aussi qui était schizophrénique, donc encore un manque de confiance qu'il faut avoir là-dessus, parce qu'on te dit oui, Daesh, ils sont mauvais, méchants, blabla, et on te dit aussi Bachar al-Assad est mauvais, alors qu'ils sont ennemis, ils luttent les uns contre les autres en Syrie. Et en fait, après, on te disait, est-ce qu'on doit rapatrier les soldats qui ont combattu Bachar, sachant que ce sont des djihadistes, je sais pas quoi. Donc on était en train de dire qu'on était avec les djihadistes tout en étant contre. Enfin voilà, il y avait un discours bizarre aux États-Unis aussi. Et donc en fait, la vraie vérité, c'est qu'ils voulaient dégager Bachar al-Assad pour reprendre le contrôle de la Syrie. Et ça s'est pas passé comme ça. Au départ, c'est Bachar al-Assad qui a gagné. Et puis ils ont attendu parce que la Syrie était foutue. Donc ils ont laissé se gangréner le pays de lui-même vu qu'il était déjà fort attaqué. Et puis là ils ont attaqué par après et là ils ont foutu Assad dehors. Ok. Et en fait ils en ont voulu à la Russie très certainement pour ça en fait. Donc ils ont voulu tendre un piège à la Russie en passant par l'Ukraine. Et c'était déjà connu depuis longtemps. Il y a vraiment des années et tout. Poutine avait déjà dit que l'Ukraine serait un motif de guerre. Et il prévient l'Occident depuis vraiment des années. Et les politiciens sont au courant d'ailleurs. Ceux qui sont de métier en tout cas. Et en fait, il y avait les accords de Minsk. Les accords de Minsk, ça dit quoi? Ça dit l'Occident doit pas s'étendre vers l'Est. Et la Russie doit pas s'étendre vers l'Ouest, tu vois. Et quand tu regardes géographiquement parlant ou les allégeances politiques, on voit quand même bien que la Russie a respecté plus sa parole entre guillemets que les Occidentaux. Parce qu'en fait, il y a deux méthodes diverses. C'est peut-être sur ça qu'on pourrait débattre, c'est que l'Occident, ils infiltrent les pays, ils les corrompent, et puis ils les mettent à leur botte et ils disent voilà, ça c'est la démocratie. Tu vois, mais c'est comme si tu droguais quelqu'un, que tu violais la personne et puis tu dis
elle est enceinte, tu gardes le bébé, puis tu dis voilà, le bébé est le fruit de l'amour, tu vois. Donc c'est un peu ça ce que l'Occident fait, c'est un peu très mal ça, tu vois. La Russie, ça lui plaît pas du tout, ce qui est compréhensible. Mais de l'autre côté, la Russie, elle utilise l'agression, tu vois. Ça s'est vu notamment en Géorgie, en Tchétchénie et d'autres endroits. La Russie, chaque fois qu'on approche trop de sa frontière, elle attaque. Ça, c'est vrai. Par rapport à l'intérêt de ses alliés aussi, elle ne se laisse pas faire. Donc, faut dire la vérité pour les deux côtés, tu vois. Et en gros, tout ça, c'est un remue-ménage comme ça, autant historique d'antécédents que d'actualité. Et ça ne peut pas se résoudre avec la mauvaise foi avec laquelle les médias ils sont en train de traiter le sujet, vous voyez. Ouais, donc je reprends. Ce que je voulais dire surtout, c'est que les accords de Minsk n'ont pas été très respectés et que en fait, la Russie répond de manière un peu plus belliqueuse que de manière manipulatrice, on va dire. Et ça, c'est plutôt l'Occident qui fait ça. Alors, ce que ça va donner dans le futur, c'est ça qu'il faut regarder. Faut voir l'Ukraine comme Cuba, en fait. C'est le même problème. Les États-Unis n'ont pas accepté un danger limitrophe et c'est ce que la Russie a dit. Donc les deux arguments de la Russie pour avoir déclenché la guerre, c'est que les russophones se faisaient attaquer en Ukraine parce qu'il y a eu une genre de scission schizophrénique qui est classique à l'Occident, c'est-à-dire infiltration, création de la schizophrénie interne, une partie pour, une partie contre. Donc il y a plein d'exemples, Vietnam, Corée, voilà, chaque fois c'est la même situation. Et donc il y avait ça en Ukraine et l'Occident était pro-ukrainien, pro-Europe, pro-OTAN, blabla. Et les Russes sont pro-ukrainiens, pro-russes, pro-langue russe, etc. Donc ça c'est... Il y avait déjà eu plein de phases avant, ça s'est pas fait du jour au lendemain comme on essaie de nous le dire dans les médias. Il y a eu la révolution en Ukraine, déjà la Russie voyait pas ça d'un bon oeil, mais bon, ils estimaient que c'était quand même une démocratie, donc ils pensaient que voilà les russophones allaient reprendre le dessus sur l'Ukraine, et en fait ça s'est pas bien passé, et l'Occident a placé ses pions, et donc du coup les Russes d'Ukraine se sont fait opprimer. Donc ça, il le voyait pas d'un bon oeil, mais Poutine, au début, il s'est dit, je vais laisser l'Ukraine, parce qu'elle décide quand même de son destin, mais je laisserai pas la Russie être affaiblie au niveau de sa souveraineté et de ses moyens de défense. Donc là, il a déjà commencé un peu à attaquer, et là, il y avait déjà eu un scandale, mais ça s'est calmé, parce que ça s'est arrêté là. Il avait pris la Crimée, ok. Donc en premier lieu, il a pris la Crimée, Poutine. Et puis après... c'est vraiment en 2022 là qu'il y a eu la vraie guerre totale. Pour les Russes, c'est pas une guerre totale, c'est l'Occident qui a dit ça, c'est une opération spéciale, donc faut écouter les deux parties. Mais ici, ça se voit que on vit un peu sous un genre de régime qui n'est pas très démocratique et qui tend plus à le faire croire. Parce que pour moi, dans un tribunal, il faut les deux parties, tu vois. Il faut la partie qui t'accuse et tu vois, et la partie qui accuse. Donc il faut les points de vue différents et puis les faits et puis essayer de tout regrouper par une vision synthétique et la plus juste possible. Si on essaye d'effacer une partie, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Et on sait bien que c'est dans les dictatures qu'on fait ça. Donc le fait qu'ici, on ait supprimé RT et Sputnik, et même sur les autres médias où on essaye de se renseigner pour avoir un point de vue le plus objectif possible, ça c'est preuve d'une dérive antidémocratique. Alors, moi, je m'en fous, j'ai pas forcément de camp, mais ça, objectivement, c'est une dérive antidémocratique, quoi qu'on dise, tu vois. Donc voilà, ça va pas. Alors peut-être que là-bas, ils font pareil avec ici. Du coup, s'ils font ça, c'est une dérive antidémocratique chez eux. Mais on doit appliquer soi-même le modèle qu'on veut préserver, tu vois. Si tu l'appliques pas, t'es déjà plus dans le modèle que tu veux préserver. Tu préserves plutôt un ego malsain, ce qui fait ce que font tous les dictateurs, en gros. Hein. Donc, alors, je vais vraiment en venir au but parce que là on arrive à 20 minutes quand même. Le but c'est de dire qu'est-ce qui va se passer par après maintenant. Parce que comme l'Ukraine c'est un nouveau Cuba, pour moi la seule issue c'est la neutralité, je l'ai déjà dit 200 fois. Ça ne peut pas aller autrement, ça va s'envenimer sinon. Alors on nous dit justement avec ce double discours ils sont nuls donc ils vont capituler, ou ils sont hyper forts, ils vont nous envahir, je sais pas quoi.
Ce qui risque de se passer, c'est effectivement quand ça s'envenime que les choses deviennent plus destructrices. Forcément, c'est vers ça que ça va. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer dans un des pires cas de figure? Un des pires cas de figure, c'est que ici, on ne comprenne pas qu'il faut négocier parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un comme Poutine en face qui s'est fait plus cracher dessus que n'importe quel être humain vivant aujourd'hui. Et pourtant qui a gardé son calme et qui propose quand même de négocier. Voilà, moi personnellement, en tant que diplomate, je verrais ça plutôt d'un bon œil que d'un mauvais. Et, euh, et je pense que c'est une chance, donc il faut essayer d'arrêter la guerre maintenant pour avoir le plus possible de paix et tout, mais ça, l'Occident est avare et n'accepte pas dans son ego pourri de perdre, tu vois, parce que ça fait longtemps qu'ils sont en paix et qu'ils colonisent par la manipulation, et ils sont plus habitués à se prendre des murs. Et là, avec leur nouvel ordre mondial, ils voulaient vraiment appliquer ça sur la planète et qu'il n'y ait pas de résistance qui se battent plus pour les peuples ou pour d'autres intérêts que les intérêts personnels des élites, tu vois, privilégiés qui veulent plus travailler, tu vois. Et donc ça leur va pas, ça leur embouche à quoi, ils se demandent ce qui se passe. Et leur avidité fait qu'ils sont en train de tout miser comme au casino. Quand quelqu'un a trop d'ego qui perd, il est en train d'hypothéquer sa baraque, tu vois. Et ils sont en train de faire ça ici en Occident. Ils hypothèquent l'avenir de tous les enfants de la population occidentale. Quand on envoie des milliards comme ça, c'est des milliards qui doivent être générés par quelqu'un. Et c'est généré par les travailleurs. Ça veut dire que les travailleurs, eux, ils génèrent cet argent pour avoir une sécurité sociale. Ils génèrent pas cet argent pour qu'on achète des armes et qu'on aille tuer des gens qui leur ont rien fait, dont ils s'en foutent, tu vois. Il y a des gens ici qui disent que c'est pas leur guerre. Et moi, c'est mon cas, tu vois. Moi, je suis pas pour un camp, mais j'ai pas envie qu'on me force à être dans un, tu vois. Parce que ça, moi, je vois ça pour de la dictature. Tu vois, moi, je m'en fous, tu vois. J'ai pas forcément quelque chose contre les Occidentaux, sauf quand ils utilisent leur manière pourrie. J'ai pas forcément quelque chose contre l'Est non plus, sauf s'ils veulent m'attaquer, mais je vois pas d'indice là-dessus. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont souverainistes et qu'ils défendent leurs portes, donc moi c'est ce que je vois en tout cas. Donc moi je vois pas d'intérêt à continuer ça, tu vois. En gros, la seule chose qu'on va arriver à faire, et moi je vous le dis clairement dans cette vidéo, c'est que la Russie a compris qu'on a voulu l'attaquer en traite et à plusieurs, parce que les pays de l'OTAN sont plusieurs, ce qui est vraiment lâche à échelle individuelle. Si ça se passe comme ça dans la rue, c'est comme si tu avais plusieurs gars qui attaquaient une personne, et après ils jouent les victimes alors qu'ils sont venus à plusieurs, tu vois. En langage de rue, on a des termes très spécifiques pour ça que je vais pas employer, mais bon, voilà, c'est pas des termes très honorifiques, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, la Russie va pas oublier ça, tu vois. Et le truc, c'est que parfois, t'as des pays qui sont pas forts du tout, malheureusement pour eux. Et quand ils se défendent, ils se font laminer et coloniser. Et il y a une extrême droite qui naît chez eux. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne du terrorisme. Donc ils font des attentats ponctuels et ciblés, mais qui font pas des dégâts super énormes pour que leurs ennemis qui leur ont fait du mal plient, si vous voulez. Mais par contre, un pays comme la Russie, c'est un empire, la Russie. Vous voyez la taille de la Russie sur la carte ou quoi? Donc ce pays-là, il va nous faire mal si jamais il passe au côté extrême droite. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut craindre. C'est que là, actuellement, au pouvoir, c'est pas l'extrême droite, c'est ce qu'on essaye de faire croire. On nous dit Poutine, c'est Hitler, je sais pas quoi. Alors que le gars, super sang-froid, qu'il essaye de cantonner et localiser le conflit, sachant que c'est vraiment un conflit contre l'OTAN et pas seulement contre l'Ukraine. Mais ce qui risque d'arriver, c'est le départ de Poutine un jour. Parce qu'il vieillit, Poutine, c'est un humain comme tout le monde. Malgré que, je sais pas, ici, on est un peu dans un genre de fanatisme schizophrénique. Parfois, on le met sur un piédestal. Parfois, on le rabaisse plus que tout. Enfin, on comprend pas ce qui se passe ici. Et le truc, c'est que ce mec va partir un jour. Ça, c'est la réalité. Et je vous dis, déjà, avec Medvedev, ça avait l'air de pas être la même chose. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va être bien pire. Parce que là, avec ce qui s'est passé, les Russes, ils viennent de faire une guerre pendant 4 ans. Et donc là, l'extrême droite, elle risque d'arriver au pouvoir. Vous risquez pas d'avoir la gauche, là, en Russie. Et si c'est l'extrême droite, la guerre, là, elle va vraiment être totale et on va avoir la guerre qui peut se déployer sur en Europe. Par contre, ça, c'est la vérité. Ça risque pas d'arriver sous Poutine, mais ça risque d'arriver sur celui qui viendra après. Celui qui viendra après, ça risque d'être Staline. Et ça, pour le coup, c'est vrai que Staline, il était fasciste. Il était d'extrême droite russe, ok? Parce qu'on confond souvent le communisme et le fascisme, et parce qu'on définit mal les mots. Donc je vais redéfinir les choses pour que les gens comprennent, parce que le capitalisme,
c'est la propriété privée. Il faut le retenir comme ça, c'est la définition de base et tout le reste découle de cette définition de base quand on instaure un système capitaliste. On instaure un système basé sur la propriété privée quand on fait du capitalisme. Ok ? Capital, c'est ce que j'ai. Ok, voilà. Capital sympathie, capital de ce que vous voulez. Le capitalisme, c'est la propriété. Ok, voilà. Le communisme, c'est la répartition des richesses. Et tout le reste découle de ça. Donc, on partage, voilà. Même on partage la merde, on partage le rien, on partage la maladie, on partage l'amour, on partage. Voilà, le communisme, c'est partager. Il n'y a pas de notion de bien et de mal. Voilà. C'est pour ça que c'est des idéologies psychorigides. Alors, l'anarchisme, c'est la liberté. Il faut bien comprendre. Quelqu'un qui s'anarchise de quelque chose, c'est parce qu'il y a une forme de séquestration, d'emprisonnement. L'anarchie par rapport à une organisation, un système, un milieu, c'est la libération de celui-ci, d'accord ? Donc, généralement, l'anarchie naît d'un dysfonctionnement d'un système qui prend pas en compte la maltraitance ou l'ingérence faite par rapport aux membres qui veulent s'en anarchiser. Ok ? Ça, c'est l'anarchie. Le fascisme, c'est quoi ? Le fascisme, c'est tout pouvoir à l'État. Ok ? L'État, c'est la structure organique, c'est le système. Tout pouvoir au système dénie de l'individu. L'individu n'a plus rien à dire. On s'en fout de ses émotions, de son ressenti, de sa douleur. L'individu n'existe plus. Il doit se dissoudre littéralement dans le collectif, effacer sa personnalité, mourir pour le collectif si possible. Ça, c'est le fascisme. Ok ? Voilà ce à quoi on risque de faire face si on continue comme ça, parce que le fascisme naît toujours du chaos. Okay ? Tu as le chaos, qui est le désordre complètement anarchique, qui crée le besoin d'ordre. Et c'est toujours... parce qu'on dit la nature a horreur du vide. La nature a pas horreur du vide, c'est encore une faute scientifique. La nature a horreur du déséquilibre. Donc si tu vas trop dans un sens, trop de liberté, les gens vont vouloir plus de sécurité. Trop de sécurité, ils vont vouloir plus de liberté, et ainsi de suite. Trop de capitalisme, ils vont vouloir plus de communisme. Trop de communisme, ils vont vouloir plus de capitalisme. Je peux expliquer ça, c'est simple. Trop de capitalisme, ça veut dire que la propriété privée restreint vraiment trop peu de mains. Ben, les autres, ils manquent. Et ceux qui ont les mains remplies, ils savent, ça leur sert à rien de se servir de tout ce qu'ils ont parce qu'ils peuvent pas être présents partout, tu vois. Ils sont pas omniprésents, c'est pas des dieux, tu vois. Donc ils gaspillent tout ce dont ils ne sont pas présents, tu vois, et qui pourrait servir à d'autres, tu vois. C'est comme si moi j'avais, je sais pas moi, 500 buildings et je dis non, c'est à moi, je les laisse vite parce que j'ai décidé. Et tous les gens, ils sont dehors, ils regardent, ils pourraient être à l'intérieur, qu'on fasse des aménagements et tout. Et puis moi, je dis non, moi j'ai décidé, ils sont à moi, les 500 buildings, personne va dedans, blablabla. Tu vois, c'est le début de la stupidité capitaliste. Le communisme, il faut plusieurs ressources, par exemple, pour bâtir une maison. Et toi, tu dis non, on partage tout, on capitalise pas. Du coup, tout le monde dort à l'air libre parce qu'en fait, à chaque fois que tu veux capitaliser des ressources pour créer une concomitance entre elles et créer quelque chose de meilleur pour l'avenir, tu peux pas, tu vois, parce qu'il faut chaque fois repartager. C'est un peu comme dans le maillon faible. Tu réponds à une question et tu banques direct, donc tu banquerais du tout chaque fois, tu vois. Au lieu d'attendre, tu vois, tu réponds à plusieurs bonnes questions, puis le taux financier grimpe, et quand tu as un super taux financier, là, tu peux réinvestir. Ça c'est le juste milieu de capitalisme et communisme, ce que font les meilleurs managers, d'ailleurs. Ils capitalisent beaucoup. Une fois qu'ils ont fort capitalisé, ils réinvestissent beaucoup, et puis ils recapitalisent encore plus, puis ils réinvestissent encore plus, et puis ainsi de suite. Et ça crée un cercle vertueux, tu vois. Et sinon, ceux qui bloquent ces démarches-là, c'est ceux qui, par exemple, ils capitalisent puis ils redistribuent plus, tu vois. Et puis ils se laissent aller, ils s'enivrent dans leur capitalisme pourri. Ou ceux qui sont trop communistes, ils capitalisent pas et ils partagent même le rien, tu vois, le vent, tu vois, ils souffrent comme ça, ils partagent le vent entre eux, tu vois. Voilà. Et ils construisent plus, par exemple, une maison qui demanderait le capital de plusieurs ressources pour structurer la globalité de la maison, tu vois. Voilà, donc tout ça, c'est stupide. Bon, la vidéo est très longue, mais c'est pour vous expliquer aussi les enjeux politiques et idéologiques, parce que c'est dans la philosophie grecque qu'on dit les petites gens, les petits esprits parlent des gens, les esprits moyens parlent des événements et les grands esprits parlent des idées. Donc tout démarre chaque fois des idées, donc il faut aller voir derrière les concepts ce qui pousse les interactions à se passer comme elles se passent. Et ça, c'est très important. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça, passer une bonne soirée.